Bon, je vous propose de commencer. Éléonore, c'est OK. Euh, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour ce nouveau Café Nil. Euh, le sujet dont on va parler ce matin, peut-être qu'on peut dire que c'est un sujet qui est à la fois ancien et actuel. Je ne sais pas. Il est ancien parce que la périnatalité, c'est un sujet dont on parle régulièrement, peut-être trop souvent à l'occasion de tensions sur les maternités ou au sujet d'indicateurs qui se dégradent. Et il est aussi actuel parce qu'on voit que les choses avancent, ou en tout cas qu'elles tendent à avancer. Sans rappeler les chiffres, mais je pense que Éléonore les rappellera, on sait que les indicateurs de santé maternelle et infantile ne s'améliorent pas. Pour certains, ils se dégradent même. Donc, ça pose une question qui est assez simple, en fait. Je pense, c'est de savoir si peut-être l'organisation de la périnatalité est encore adaptée aux besoins. Aujourd'hui, on a une périnatalité qui est encore largement construite autour de l'accouchement et de la gestion du risque. Donc évidemment, c'est indispensable, mais on peut se poser la question de savoir si c'est suffisant. Le rapport qui vient d'être publié par le Collège national des sages-femmes de France nous dit que la majorité des grossesses sont à bas risque, qu'elles relèvent avant tout de la prévention, du suivi et d'un accompagnement dans la durée, donc autrement dit d'un parcours. Donc c'est précisément ce changement de regard ce changement de gravité que propose le Collège national des sages-femmes de France dans son rapport, avec l'idée donc de déplacer ce centre de gravité. Donc ça pose la question de la prévention, de la coordination entre les acteurs, de l'organisation territoriale, et puis du pilotage aussi des parcours des femmes, et puis peut-être des parents aussi de manière générale. Donc début février, donc la ministre de la Santé a lancé des travaux en vue d'un plan d'action sur la périnatalité. Donc, on voit que les attentes sont fortes parce qu'il y a eu quelques débats en marge de ces annonces. Et donc, pour parler à la fois de ces attentes, des réponses qu'ils peuvent apporter, donc, nous avons le plaisir de recevoir ce matin donc, Éléonore Bleuzenher, qui est la présidente du Collège national des sages-femmes de France, et à qui je donne la parole tout de suite. Merci beaucoup. Merci Germain. Bonjour à toutes et tous. Donc oui, Éléonore Bleuzenher, je suis présidente du Collège national des sages-femmes et j'exerce une activité de sage-femme libérale en Loire-Atlantique en milieu semi-rural. Je tiens à remercier déjà Nil, à la fois pour ce café Nil, puisque c'était pour nous important d'avoir un café Nil sur le sujet, en plus en mettant en avant le rapport qu'on a pu réaliser. Et surtout, globalement, l'agence NIL aussi pour leur accompagnement, puisqu'ils nous ont aidés sur toute la méthodologie et la construction de ce rapport. Donc merci beaucoup. Et puis, je suis contente de voir que ça suscite des intérêts. Alors oui, on parle beaucoup de périnatalité, surtout depuis 3 ans. Alors, je remercie notamment l'Académie de médecine qui, en 2023, a sorti son rapport qui, à l'époque, a fait beaucoup, beaucoup parler de lui, puisque une des recos phares était fermeture des maternités de moins de 1000 accouchements. Même si on en reparlera, voilà, pour nous, en tout cas, c'est pas forcément la solution, mais en tout cas, ça a permis de mettre au centre des médias et au centre des débats le problème de la périnatalité, qui malheureusement est un problème que nous dénonçons, notamment Société Savante, depuis plusieurs années, puisque actuellement, il faut savoir que la périnatalité est régie sur des décrets qui datent de 1998. Or, il y a eu énormément de changements sur différents aspects. Alors, l'objectif de ce café Nil, c'était, on m'a demandé de présenter le rapport et vraiment la façon dont ils sont construits et les propositions phares aussi. Je rappelle que c'est un rapport donc, qui a commencé début 2024, donc il y a eu vraiment 2 ans de construction. Pourquoi ça a mis autant de temps? Parce qu'on a regroupé une cinquantaine d'experts sages-femmes, d'activités différentes, d'horizons différents, des étudiants sages-femmes aussi, pour vraiment construire ce rapport et proposer des mesures, des actions. On ne voulait pas du tout faire encore un énième constat, puisqu'il y a eu beaucoup de rapports sur le sujet. Et on voulait vraiment proposer aux politiques, notamment aux institutionnels, soit au niveau Parlement, soit au niveau donc, législatif plutôt, soit au niveau institutionnel, gouvernement plus par voie réglementaire, soit au niveau même scientifique. Et là, je m'adresse aussi à la Haute Autorité de Santé ou alors aussi aux ARS pour les organisations de soins. Vraiment des actions à mettre en place à court, moyen et long terme pour vraiment essayer d'améliorer les choses.
Alors, je rappelle que ce rapport, il parle de périnatalité, il ne parle pas d'orthogénie, il ne parle pas de gynécologie, de prévention. Ce n'est pas un plaidoyer pour la profession de sage-femme dans le sens corporatiste. Il y a une partie forcément qui est sur notre profession parce qu'on a identifié des évolutions, notamment statutaires, pour notre profession, mais ce n'est clairement pas le cœur du sujet. Et comme l'a dit Germain, on est parti d'un constat simple, c'est que oui, les indicateurs ne s'améliorent pas, même ils empirent. On le sait, beaucoup de rapports l'ont dit, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit le rapport du Sénat, que ce soit l'Académie de médecine, que ce soit les différentes enquêtes qu'on a en périnatalité, que ce soit l'enquête nationale de périnatalité ou l'enquête nationale confidentielle des morts maternelles. Donc les constats, ils sont les mêmes, on est tous d'accord. Et là, l'objectif, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut arriver à réduire cette mortalité et améliorer nos indicateurs. Dans l'ensemble des débats qu'il y a eu depuis 2023, c'est vrai que c'est le lieu d'accouchement et la gestion du risque qui a été beaucoup mis en avant, ce qui est primordial dans l'obstétrique, puisqu'on sait que c'est une spécialité qui est la plus à risque, en tout cas au niveau médecine. Néanmoins, du point de vue sage-femme, on pense que nous, il y a des grosses lacunes, notamment au niveau du parcours et de la prévention. Et c'est pour ça qu'on a construit le rapport en 6 axes: prévention anténatale, parcours anténatal, le postpartum, qui est quand même le grand oublié de la périnatalité, parce que très souvent, une fois que ça y est, bébé est sorti de l'utérus, il y a des petites choses qui se sont mises en place, qui se sont améliorées, mais on n'est pas encore assez bon sur la prévention. Les lieux de naissance, qui restent quand même bien évidemment un sujet très important, la coordination territoriale et, comme je vous l'avais dit, une partie sur la profession de sage-femme, mais je ne m'attarderai pas là-dessus. Je pense que l'objectif est peut-être d'avoir des échanges pluridisciplinaires sur ce sujet. Alors, concernant la prévention anténatale, on sait qu'on a la possibilité, potentiellement, quand on est en projet de grossesse, d'avoir une consultation avec un médecin généraliste, une sage-femme ou un gynécologue pour parler projet grossesse en vue d'arrêter la contraception ou simplement pour se renseigner. On sait que là, en ce moment, ça parle beaucoup. Alors, est-ce qu'il faut envoyer un SMS à 29 ans pour dire qu'il faut faire un bilan de fertilité? Ce n'était pas l'objectif, en tout cas, de notre rapport. L'objectif, c'est de se dire que le préconceptionnel doit faire partie intégrante de ce parcours de grossesse et qui doit être identifié par le grand public et par les citoyens et les citoyennes. C'est-à-dire qu'on doit instaurer vraiment une consultation préconceptionnelle qui soit peut-être prise en charge, notamment par la sécurité sociale, vers les professionnels de santé dont j'ai parlé, pour justement évaluer quels sont les risques médicaux, psycho et sociaux d'une femme, d'un couple qui sont en projet de bébé. Ceci afin de les orienter le plus rapidement possible vers des spécialistes et des soins spécialisés si besoin, et d'adapter potentiellement les traitements. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de se dire aussi que dès le début de grossesse, étant donné que le parcours de grossesse est pluridisciplinaire et parfois complexe à appréhender, il est très important que le couple, la femme qui est enceinte, puisse avoir un référent assez rapidement dans ce parcours, et notamment grâce au dispositif sage-femme référente qui a été mis en place récemment, de se dire que dès qu'il y a la déclaration de grossesse, dans la foulée, il y a un entretien avec une sage-femme référente pour effectuer ce qu'on appelle le bilan prénatal qui existe déjà dans la nomenclature au niveau de la CNAM. Et ce bilan prénatal permet notamment de savoir si la femme est bien avec le bon spécialiste en fonction de ses risques, pareil, médico-psychosociaux, et de savoir quels sont leurs besoins par rapport à l'accompagnement de cette grossesse, l'accouchement et la parentalité. L'objectif aussi, ça sera de leur présenter le parcours. Donc ça, l'idée, c'est d'institutionnaliser un petit peu plus, en tout cas sur la prévention anténatale. Sur le parcours anténatal, je pense que c'est une des mesures phares, en tout cas, qu'on a proposées actuellement pour ceux notamment qui sont professionnels dans la périnatalité. Vous savez très bien que quand on suit des grossesses, on a des recommandations HAS qui datent de 2016, là, sur les dernières mises à jour, qui nous permet d'avoir soit un suivi A, A1, A2 ou B, en fonction des risques médicaux identifiés. Ce qu'on souhaite au niveau du collège, ou en tout cas ce qu'on propose, c'est de simplifier cette consultation, ce parcours, cette classification, avec 3 niveaux de risque: bas risque, à risque ou pathologique, ce qui va permettre une prise en charge complètement adaptée, à la fois sur le suivi de grossesse, sur le suivi du postpartum et sur le lieu d'accouchement.
Voilà. On va dire, par contre, la base de cette classification, c'est qu'en France, il faut définir le bas risque, ce qui n'est pas actuellement fait. Et donc, nous, c'est là aussi où, d'un point de vue sage-femme, on se dit qu'il y a une importance, en tout cas, à définir le bas risque pour que, notamment, les grossesses qui sont physiologiques, donc je rappelle que c'est un événement naturel dans la vie d'une femme, puissent être prises en charge par des professionnels de santé qui n'ont peut-être pas une expertise médicale de 12 ans d'études, notamment des gynécologues obstétriciens, tout simplement pour une meilleure rationalisation des soins. Bien évidemment, c'est le rôle soit de la sage-femme ou du médecin généraliste, si jamais la grossesse devenait à risque ou pathologique, d'orienter vers le bon professionnel de santé. Et ça, on sait que l'objectif, en tout cas, de clarifier ce parcours, c'est vraiment pour permettre une meilleure organisation des soins, permettre aussi que l'expertise médicale soit au bon niveau de la prise en charge et qu'on puisse justement pas avoir un système de santé saturé par rapport à ça et favoriser la coordination professionnelle. Sur je regarde l'heure en même temps. Oui, voilà, j'ai encore quelques minutes pour On a le temps, présenter. on a le temps. Sur le postpartum, alors, c'est vraiment le parent pauvre, et ça, je pense qu'on fait tous le constat de la périnatalité. C'est le parent pauvre de la périnatalité. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Maintenant, le suicide est devenu la première cause de mort maternelle après le 42e jour après l'accouchement. Ça veut dire qu'on a un gros sujet de santé mentale à ce niveau-là. Je vous rappelle qu'au niveau du parcours actuel, quand une femme enceinte, quand une femme a accouché et sort de la maternité, elle peut bénéficier d'une prise en charge à 100% d'une sage-femme qui vient faire des visites à domicile jusqu'à 12 jours après l'accouchement. Oui, 12 jours. Et d'une consultation postnatale à 6 ou 8 semaines avec le professionnel de santé de son choix et d'un entretien postnatal ou 2 entretiens postnataux à 4-8 semaines et 10-14 semaines. Voilà sur le suivi du postpartum. Ce qu'on souhaite au niveau du collège et ce qu'on propose, c'est que le postpartum, la période du postpartum, soit étendue à minima à 6 mois, voire à 1 an, avec des consultations ou des entretiens à définir ensemble justement quel est les meilleurs moments d'échange possibles pour vraiment suivre un couple, une femme qui vient d'avoir un enfant, à la fois sur sa remise en forme physique, mais aussi sur sa remise en forme aussi mentale, comment elle appréhende et comment ce couple appréhende aussi la rentrée dans la périnatalité, puisqu'on le sait très bien en plus, dans la parentalité, pardon, parce qu'on le sait très bien en plus, les besoins d'un nouveau-né changent énormément et d'un nourrisson changent énormément sur la première année. Donc, c'est important de pouvoir évaluer. À ce titre-là, on propose notamment d'avoir, pour le suivi de l'enfant, une puéricultrice de référence, qui serait bien évidemment en coordination, complète coordination avec le médecin qui suit l'enfant et qui assure le suivi médical de l'enfant. On propose aussi que l'ensemble des professionnels de santé de la périnatalité soient formés au dépistage de la prévention de la dépression du postpartum. L'objectif n'est pas de dire on passe le questionnaire d'Édimbourg, un questionnaire qui est validé internationalement pour dépister les premiers signes de dépression du postpartum. L'objectif n'est pas de dire, bah voilà, on donne le questionnaire et puis voilà, on a fait le boulot, on a fait l'action de sensibilisation. Non, l'objectif, c'est vraiment d'outiller les professionnels de santé sur l'orientation aussi au niveau santé mentale. Et là, on sait qu'il y a des grosses lacunes en termes d'accès aux soins au niveau santé mentale et notamment en psychopérinatalité. Donc ça, c'est un point fort aussi de notre rapport, c'est de dire aux institutions qu'il est primordial d'avoir des réseaux coordonnés, en tout cas en psychopérinatalité, pour accompagner au mieux les couples qui viennent d'avoir des enfants. Sur les lieux de naissance, alors, je pense que il y a beaucoup de choses là-dessus. Sur les lieux de naissance, il y a plusieurs problématiques qui sont communes d'ailleurs aux différents professionnels de santé, notamment professions médicales. Il y a à la fois le problème de la démographie et des ressources humaines. Il y a le problème de la valorisation aussi des actes d'obstétrique. Et il y a le problème d'organisation sur un territoire. On sait que beaucoup de maternités ont fermé
en très peu de temps, sans qu'il y ait une vraie organisation après territoriale. Alors bien évidemment, quand on prend à l'échelle de certains territoires, ça c'est très bien organisé. Il y a eu notamment des centres de périnatalité de proximité qui se sont créés, des anciennes maternités en fait qui sont devenues des CPP, en lien avec les plus grosses maternités. C'est quelque chose qui est complètement, qui est complètement faisable. On pense en tout cas qu'il faut aller un petit peu plus loin, qu'il faut vraiment réfléchir en termes de territoire et proposer une offre de soins qui soit un peu exhaustive sur un territoire, qui va de l'accouchement à domicile, si on parle du bas risque, jusqu'à des structures très, très spécialisées, type 3, qu'on connaît actuellement. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les maternités sont organisées en fonction du risque néonatal. On demande à ce que, au niveau collège des sages-femmes, à ce que ce risque soit aussi évalué en fonction du risque maternel. Puisque parfois, on a des maternités qui sont très bien adaptées à la grande prématurité, mais par contre qui ne vont pas être adaptées si, par exemple, la mère doit bénéficier de soins de réanimation suite à une prééclampsie, par exemple. Donc l'objectif, c'est de redéfinir aussi des maternités en fonction de ces différents niveaux de risque pour pouvoir vraiment, comme ce qu'on dit depuis le début, et c'est un peu le fil rouge de notre rapport, d'orienter et de prévenir justement des différents risques qui peuvent arriver au plus tôt possible vers les bons interlocuteurs et les bonnes structures. Sur les lieux de naissance, il y a eu à un moment les filières physiologiques qui ont été mis en place. Il y en a 3 ou 4 en France actuellement. Ça ne s'est pas plus développé. On sait que c'est quelque chose qui pourrait être pertinent, même si c'est une grosse maternité qui fait 4 000 ou 5 000 accouchements, d'avoir des espaces dédiés, ou en tout cas des espaces dédiés à la gestion des grossesses à bas risque et des accouchements à bas risque. On sait que ça rassure aussi les usagers. On sait que les usagers veulent la sécurité et la qualité des soins. Et le fait d'avoir une unité spécialisée accouchement physiologique peut permettre aussi de sécuriser le parcours tout en ayant une qualité des soins qui soit optimale et de pouvoir faire les transferts si éventuellement il y a un risque au moment de l'accouchement. On sait aussi que c'est une attractivité pour les sages-femmes. Il y a beaucoup plus de sages-femmes qui se sont installées en libéral, déjà parce que par un souhait personnel et professionnel de s'installer en libéral, mais aussi parce qu'il y a eu un désintérêt de l'hôpital, de la maternité, de l'activité en maternité, avec une gestion peut-être trop médicalisée ou en tout cas à la chaîne. Et donc l'objectif aussi, c'est de rendre attractif l'activité à l'hôpital. Et surtout en favorisant bien évidemment la sécurité et la qualité des soins. Les maisons de naissance sont aussi quelque chose qui est à déployer. C'est maintenant une expérimentation qui est finie depuis 2021. Maintenant, les maisons de naissance sont généralisées. Je vous rappelle que les maisons de naissance, ce sont des lieux gérés par des sages-femmes et qui sont en convention avec un hôpital, une maternité, où il doit y avoir une continuité physique entre les deux structures. Je vous prends un exemple là, qui va arriver normalement d'ici 2027, si je ne me trompe pas. C'est à Montreuil, la maternité de Montreuil, qui va accueillir une maison de naissance au sein de ses locaux. On pense que ce sont des initiatives, en tout cas, qui peuvent être développées pour que tout le monde, à la fois les patientes et à la fois les professionnels de santé, puissent y trouver un intérêt. Et bien évidemment, et je pense que ça va faire consensus au sein de tous les professionnels de la périnatalité, de valoriser les actes d'obstétrique qui actuellement sont très très peu valorisés en termes financiers. Donc oui, on comprend aussi la logique de se dire une maternité qui fait moins de 500 accouchements n'est pas rentable, donc on la ferme. Et donc là, il y a un sujet aussi financier de valoriser les actes d'obstétrique. Et puis pour finir, sur la coordination territoriale, je pense que c'est vraiment d'autant plus important sur la périnatalité qui mobilise plusieurs professionnels de santé. Les réseaux de périnatalité, qui sont maintenant les dispositifs spécifiques régionaux en périnatalité, ont un rôle primordial à jouer, en tout cas dans cette coordination territoriale, à la fois sur l'organisation des soins, à la fois sur le parcours et à la fois sur les ressources humaines. Ça, c'est très important.
L'idée, ça serait que chaque réseau de périnatalité puisse créer, en partenariat avec l'ARS, un projet territorial de périnatalité, ce qui n'existe pas actuellement. Toute la formation aussi, initiale et continue, notamment continue, doit être pluriprofessionnelle. On sait que, pour l'instant, il y a des initiatives qui se font sur des formations pluriprofessionnelles, notamment, je parle de la simulation. On sait que ce sont des formations qui doivent vraiment se développer pour favoriser la communication entre les différents professionnels de santé, la connaissance aussi des métiers de chacun et des compétences de chacun. Et puis, pour finir, il y a un gros souci sur le partage d'informations. Une grossesse nécessite d'avoir un moment une sage-femme, potentiellement un gynécologue obstétricien, potentiellement un anesthésiste, ville, hôpital, pourquoi pas PMI. Et donc, on a besoin aussi de structurer un dossier périnatal unique en France pour favoriser la transmission des données, parce qu'on sait que malheureusement, ça fait partie des lacunes qu'il y a et qui font qu'il y a des événements, notamment indésirables, graves parfois, qui peuvent se produire à cause d'une information qui est mal passée. Donc ça, c'est vraiment une demande du Collège des sages-femmes, mais je sais que d'autres sociétés savantes, en tout cas, sont d'accord avec ça, d'avoir un logiciel, en tout cas, si ce n'est unique, en tout cas, une base de commune à un logiciel interopérable pour pouvoir faire le lien entre l'ensemble des professionnels de santé et surtout par la suite entre la mère et l'enfant à naître. Voilà. Je vais conclure sur ça. Je ne vous parlerai pas plus sur la profession de sage-femme. L'objectif peut-être est d'échanger après avec les personnes qui sont présentes pour qu'on puisse voilà, avancer sur ce sujet. Merci beaucoup pour cette présentation et puis ce propos introductif. Effectivement, je vous propose de passer maintenant aux questions-réponses. Donc, vous avez la possibilité dans votre barre d'outils de lever la main, comme ça, pour poser une question. Donc, je vous invite tous et toutes à prendre la parole, vous présenter, dire en quelle qualité vous parlez, et puis poser votre question. Qui souhaite poser la première question? Alors, avant qu'il y ait les premières questions, moi j'avais une question à te poser. J'ai parlé rapidement dans l'introduction des travaux qui ont été lancés par le ministère sur un plan d'action sur la périnatalité. Est-ce que tu peux nous en dire juste un mot, et puis comment les propositions du rapport s'inscrivent peut-être aussi dans ces travaux ministériels? Alors, sur la mise en place de la mission, donc la ministre avait lancé c'était même sous l'ancienne mandature, un plan infertilité. Et en fait, ils ont accolé la problématique de la périnatalité à cette grande cause d'infertilité. Donc, le lancement a eu lieu le 5 février. Donc, il y a eu un copil qui a été mis en place avec au début 3 personnalités qualifiées, donc gynécologue obstétricien, néonatologiste, sage-femme. Les sociétés savantes notamment ont demandé à ce qu'il y ait un anesthésiste qui rejoigne le copil, puisque, comme je vous l'ai dit, l'obstétrique, c'est quand même une spécialité à risque, et on sait que les anesthésistes ont toute leur place dans l'analyse de la gestion du risque. Alors actuellement, a priori, donc une feuille de route, une feuille de conclusion est attendue pour fin juin. Les différentes organisations professionnelles, que ce soit sociétés savantes, syndicats, CNP, associations d'usagers, sont conviées à des auditions là qui sont courant avril. Et donc, on attend la feuille de route pour le 30 juin. Il y a eu une problématique de méthode, en tout cas, et ça a été redit par le cabinet de la ministriste. Il y a eu beaucoup de précipitations, en fait, dans ce copil. C'est très, très bien. Nous, on est satisfait, en tout cas, que la ministre s'empare de cette question. Par contre, c'est vrai que tout a été très rapide. Donc, il n'y a pas eu de concertation, notamment avec les organisations qui travaillent sur ce sujet-là, notamment les sociétés savantes. Donc, on attend un peu de savoir ce qui va se passer. On va faire les auditions. On est en contact aussi avec le COPIL pour leur apporter différents sujets. Notamment, moi, j'ai demandé au COPIL, donc aux 4 personnalités qualifiées, à leur présenter directement justement le rapport du collège. Pareil, en disant que c'était
pas du tout exhaustif, mais que ça pouvait donner des pistes d'action, en tout cas. Et à l'heure actuelle, j'attends un retour de leur part. Mais en tout cas, pour ce qui est de la profession de sage-femme, il y a une audition qui est prévue le 14 avril. Voilà. Merci. Qui souhaite poser une question? Des questions? Toutes les questions sont ouvertes. Toutes les questions sont possibles. Alors, je donne la CDOSF des Yvelines. Pardon, désolé. Pardon, excusez-moi, le compte est pas nominatif. Élodie Pro, sage-femme libérale dans les Yvelines à Montigny-le-Bretonneux. Bonjour Éléonore. Bonjour Élodie. Voilà, présidente du Conseil de l'Ordre des sages-femmes des Yvelines, d'où la connexion institutionnelle, et tout nouvellement vice-présidente du réseau de périnatalité des Yvelines aussi. Petite question, Éléonore, on parle effectivement des sages-femmes, des gynécos, des anesthésistes, des pédiatres, c'est essentiel, on a besoin de communiquer, je te rejoins sur un bon nombre de positions que vous avez prises dans votre rapport avec le collège. Qu'est-ce qu'on fait de la médecine générale dans cette histoire? J'en ai pas parlé vraiment. Ça me paraît Effectivement, essentiel parce qu'ils assurent beaucoup de soins en ville et ils sont extrêmement concernés bien dans le sûr. lien de l'hôpital et dans le suivi pédiatrique. Parce que c'est quand même eux qui assurent majoritairement le suivi pédiatrique. Donc tu nous parlais du lien entre la mère et l'enfant à naître. Là, ça me paraît essentiel de travailler avec eux. Bien sûr, dans ce que je n'ai pas dit, le bas risque notamment, quand on parle de bas risque et de suivi, les professionnels identifiés en tout cas pour assurer le suivi des grossesses bas risque, hein, c'est bien les sages-femmes et les médecins généralistes. Et après, quand on passe soit à risque, soit pathologique, on est sur orientation vers des médecins spécialistes, notamment gynécologues obstétriciens ou autres spécialités, bien évidemment, en fonction de ce qui a été décelé. Et pareil pour la pédiatrie. Ce qui est important, en tout cas, je pense que le recueil de données, et c'est pour ça que une pierre angulaire, en tout cas, de la bonne coordination est quand même le logiciel médical, les données de santé, en tout cas, pour que justement chacun puisse être au courant, chacun et chacune puisse être au courant de ce qui s'est passé dans le parcours. Parce que bah, tu le vois comme moi, je pense au quotidien, c'est-à-dire que parfois, il y a tellement d'interlocuteurs, chacun avec notre dossier et notre logiciel métier, que parfois, bah, il n'y a pas forcément de manque, enfin, de transmission des informations aux uns et aux autres. Et là, le médecin généraliste, il a toute sa place. C'est un des objectifs, hein, je rappelle que c'est une des missions de la sage-femme référente, hein, de faire un courrier au médecin généraliste lorsque notamment, normalement, à la déclaration de la sage-femme référente, je ne sais plus si c'est une obligation, mais en tout cas, je trouve que À c'est la toujours plus naissance que c'est une courtois. obligation. C'est pour Il me informer semble là, que c'est une l'accouchement, obligation c'est une sur obligation. le. Voilà. Donc, à la déclaration, mais aussi une fois que l'accouchement a eu lieu, on doit, en tant que sage-femme référente, faire part au médecin traitant qui est identifié, ou au médecin généraliste, en tout cas, que la patiente veut, faire part des suites de l'accouchement. Ça, je rappelle que c'est des obligations et ça fait partie des missions. Oui, oui, mais ça paraît être un peu un minimum syndical en fait dans notre façon de travailler ensemble. Moi, je me dis que les CPTS sont aussi un bon niveau de travail commun et de partage d'informations. Parce qu'un logiciel commun, une interopérabilité, bon, je pense que le ministère va nous répondre DMP ou bon espace santé, ça dépend de quel côté on se place. Voilà, on sait que c'est une usine à gaz à lire, à bonder et on aurait besoin d'un espace qui soit dédié à un parcours grossesse, mais ça a déjà été dit à plusieurs reprises, je ne sais pas ce qu'il en sera. Malgré tout, au-delà de ces communications qui sont écrites, je pense qu'on a besoin de se connaître personnellement, en tout cas autant que possible, et donc de pouvoir s'appeler, ce qui prend du temps, ce qui n'est effectivement pas simple, mais je pense que si on se connaît mieux par les CPTS, on aura plus de facilité à s'appeler. Pas juste pour se dire ta patiente a accouché, mais pour se communiquer les facteurs de vulnérabilité qu'on pourrait avoir repérés, les orientations d'inscription de maternité qu'on a fait, parce qu'effectivement, la question des types de maternité en fonction du risque néonatal, il est évidemment un peu obsolète aujourd'hui. On oriente nos patientes en fonction d'autres critères. Donc voilà, moi je pense que ça me paraît important de travailler de façon un peu étroite avec le Collège de médecine générale sur le sujet, non? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah, ils ont été, alors pareil, au niveau on parlait de la mission périnatalité de RIST, hein, lancée par RIST, les médecins généralistes étaient pas conviés hein, au début. Et donc là, de souvenir, dans les auditions, ils sont convenus, mais parce qu'on on en a parlé aussi
on a poussé pour qu'il soit convié. Mais il y a, alors pour vous dire, je pense que c'est pas un secret d'État, avec le Collège national des gynécologues obstétriciens et d'autres OTSC savantes, on est en train d'écrire un cahier des charges à destination des éditeurs de logiciels pour justement essayer d'avoir un logiciel qui répondent à certains critères au niveau de la périnatalité. Donc oui, on est d'accord que pour l'instant, on nous répond, on nous répond pour l'instant qu'il y a le DMP, mon espace santé, mais nous, on veut aller plus loin avec un cahier des charges sur les logiciels de périnatalité. Voilà. Ok, merci Eleonore. Merci beaucoup. Muriel Cherdam, je laisse vous présenter et poser votre question. Oui, bonjour Muriel Cherdam, je suis coordinatrice de l'URPS des sages-femmes de la région Centre. Je suis sage-femme de profession et je pose la question des lieux de naissance parce qu'effectivement, le libre choix du lieu de naissance, et je pense notamment aux femmes qui habitent dans des territoires où il y a une seule maternité. On a le cas notamment dans le Loiret où la maternité la plus importante, c'est un niveau 4, il y a 4000 accouchements. Quand on porte un projet de maison de naissance, c'est très dépendant du centre hospitalier. C'est très dépendant de cette convention. Les projets hospitaliers ne sont pas ceux de la ville et on a beaucoup de mal à trouver les liens pour articuler ces projets. Donc, il y a finalement peu de poids d'un projet de maison de naissance, même s'il peut rentrer à la fois dans les souhaits des patientes, à la fois dans les souhaits des libéraux. Mais il se heurte aux programmes d'investissement des établissements de santé qui ne sont pas forcément dans la même ligne. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un sujet d'articulation qui pourrait être porté peut-être par le réseau Périnat ou peut-être par l'ARS, mais qui aujourd'hui ne se fait pas ou se fait difficilement? Alors, il y a eu, merci pour votre question, parce qu'il y a eu effectivement des gros sujets par rapport au conventionnement, à des difficultés à la fois financières. Alors, quand il y avait des maisons de naissance en place, la pérennisation du financier. Et quand il y avait un projet de maison de naissance, la difficulté du conventionnement. Là, pour le coup, on a fait un travail avec les équipes de la DGOS qui sont en charge de ce dossier, justement pour faire passer les informations à qui de droit, donc notamment les ARS, pour expliquer en fait que c'était OK d'avoir une maison de naissance et que les indicateurs étaient bons et qu'on pouvait financer ce genre de structure pour justement favoriser le développement des maisons de naissance. Donc, on sait que ça reste quand même un combat très important. Il y a aussi le financier, hein. Le modèle socio-économique pour l'instant est difficilement viable pour une maison de naissance puisqu'on demande souvent des dépassements d'honoraires aux patientes pour assurer le fonctionnement de la maison de naissance malgré les subventions de l'ARS. Mais tout ça justement est en cours de discussion avec soit les retours des ARS, soit l'association des sages-femmes de maisons de naissance aussi qui porte beaucoup le sujet. Donc voilà, malheureusement, j'aimerais que ça puisse se développer et en tout cas au collège, on œuvre pour ça. Pour ça aussi qu'on insiste à ce qu'il y ait des recommandations de l'HAS sur le sujet avec des critères d'éligibilité pour les femmes qui peuvent aller accoucher en maison de naissance et les critères de transfert, etc. Pour l'instant, il faut savoir que ces recommandations-là n'ont pas été acceptées, en tout cas par l'HCS, par manque de données, et on se bat presque quotidiennement pour qu'il y ait ces recommandations-là qui pourra permettre peut-être de rassurer un peu tout le monde et de favoriser le développement des maisons de naissance. Donc, nous, au niveau collège, on travaille vraiment de point de vue scientifique, de récupération des données, d'analyse des données et de production scientifique et de recommandations. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, en attendant que d'autres personnes lèvent la main pour poser leurs questions, il y a une question dans le chat sur ce sujet, la coordination des parcours, de la part de Laura Serminara. Je ne sais pas si vous souhaitez la poser oralement. Ah oui, pour le pharmacien. Ah bah avec les entretiens en plus, les entretiens de grossesse, un rôle hyper important, bien évidemment, vaccination. C'est bien une sûr, question. Bien sûr. Je me suis parlé, c'est attendez. On vous entend. Ah bon, ça va. Donc, Laura Serminara, responsable de l'exercice professionnel pour
l'esprit national. Oui, je voulais juste faire un petit point sur la place du pharmacien dans l'accompagnement des pharmaciens ces établissements. C'est un aspect assez primordial et je commence à prendre toute sa place, notamment chez les étudiants pharmaciens de France. Alors, on vous entend pas très bien, donc je me permets de reprendre la question que vous aviez posée dans le chat sur donc effectivement le rôle du pharmacien dans les parcours des patientes et puis sur l'information autour de la prise en charge médicamenteuse lors de la grossesse, mais également durant l'allaitement ainsi que sur les vaccinations recommandées. Ah bah, oui, oui, donc c'est ce que je disais. En tout cas, bien évidemment, le pharmacien a un rôle hyper important. Les entretiens de grossesse, je ne sais pas du tout s'il y a des pharmaciens à part vous dans l'Assemblée, justement, sur le taux de réalisation. Je ne sais plus si le nom est exact, hein, entretien de grossesse, mais ça, je pense que ça paraît primordial aussi de le valoriser à toutes les étapes du parcours. Je pense qu'on a beaucoup de questions, nous aussi, en consultation sur la prise de médicaments pendant la grossesse. Et là, c'est le pharmacien qui est en première ligne. Et lors de la vaccination aussi, et lors du postpartum. Parce que quand notre enfant quand il est tout petit, qu'il a quelque chose qui ne rentre pas dans la norme en tout cas, et que le médecin n'est pas disponible ou que la sage-femme n'est pas disponible pour un rendez-vous, bah, le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller à la pharmacie. Donc oui, bien évidemment, le rôle est primordial en termes d'information, de prévention, sur beaucoup de choses. Donc oui, oui, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, hein, je répète, hein, le rapport n'est pas exhaustif. C'est des pistes de réflexion, des pistes d'action identifiées. C'est que chacun et chacune puisse s'en emparer. Et c'est ce que je vous disais, on a essayé d'avoir des pistes d'action à la fois sur du législatif, réglementaire, organisation de soins ou en tout cas initiative locale et du scientifique, notamment recommandations. Donc, ce n'est pas du tout exhaustif. Et s'il y a des choses à mettre en place au sein d'une CPTS ou au sein d'un territoire, d'un réseau de périnate, eh bien évidemment, si ça peut diffuser, diffusons. Et je pense qu'on y arrivera d'ailleurs beaucoup avec les initiatives locales pour les reprendre après au niveau national ou en tout cas les développer au niveau national. Merci. On avait une autre question sur ce sujet de l'accès aux soins de la part de Catherine Bernard. Est-ce que vous voulez poser votre question oralement? Oui, bonjour. Oui, je peux poser ma question oralement. Donc moi, je travaille à Reliance, qui est ex-CHAM, donc l'assurance de professionnels de santé et d'établissements de santé. Je voulais savoir si la baisse du nombre de chirurgiens obstétriciens libéraux et la fermeture de cliniques, ce sujet-là était pensé en fait dans les recommandations nationales d'organisation de l'offre de soins et un éventuel déport du coup sur l'hôpital public, hein, avec une organisation des soins qui n'est pas forcément tout le temps pensée complètement au niveau territorial, parce que parfois il peut y avoir une clinique privée uniquement sur un territoire. Comment ça se passe? Et du coup, dans un contexte aussi où l'hôpital public est vraiment sous tension, et avec, en tout cas pour nous, assureurs, une augmentation des risques du fait de cette organisation-là, en fait. Voilà, je ne sais pas si c'est un sujet que vous avez pu discuter avec la DGOS, enfin, avec l'État, en fait. Alors, si, bah, de toute façon, c'est attendu. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà effectivement les fermetures de maternité qui impactent forcément les plus grosses structures et notamment le public. Et ça, vous avez raison. Ce qui crée notamment des difficultés au niveau ressources humaines et une des choses, en tout cas, qu'on veut réformer au niveau société savante et avec lesquelles on est en discussion société savante et maintenant HAS depuis 2025, ce sont les ratios de professionnels de santé pour justement avoir un nombre de professionnels de santé adapté à l'évolution des accouchements, puisque actuellement, on sait que le nombre de professionnels de santé demandés pour les seuils d'accouchement ne sont pas suffisants et ne peuvent pas assurer une sécurité, une qualité des soins. Donc ça, c'est la première chose. Donc maintenant, c'est au niveau de la HAS que ça se passe, sur tout ce qui est ratio entre soignants et soignés. Et là, ils sont en cours de travail sur les ratios en unité de néonatologie
pour après, normalement, passer sur les unités, enfin, les unités d'obstétrique. Donc ça, c'est la première chose. On le sait, et vous l'avez dit, il y a un déficit aussi de gynécologues obstétriciens. Donc ça, le Collège national des gynécologues, en tout cas, a fait un gros travail sur la démographie médicale et continue d'essayer de suivre les chiffres et l'évolution pour essayer de s'adapter. Il y a de toute façon un problème d'attractivité de l'exercice hospitalier. Ça, c'est la première chose. Que ça soit globalement sur le statut hospitalier tel quel, mais que ça soit aussi sur l'attractivité d'activité obstétrique, enfin d'obstétriciens, avec le nombre de gardes, le nombre de lignes, etc. Donc, ça, c'est un gros enjeu. Et là, pour le coup, c'est le Collège des gynécos qui pourra plus vous répondre par rapport à ça. Après, sur l'articulation au niveau d'un territoire, c'est pour ça que pour nous, il semble primordial d'avoir une coordination territoriale pensée par les réseaux de périnate, donc les DSRP, pour justement avoir cette vision globale, au-delà même du privé-public. Ça, c'est important. Donc, la DGOS nous interroge souvent là-dessus, notamment. Mais malheureusement, c'est pas forcément facile parce qu'il y a eu tellement de maternités qui ont fermé un peu de temps sans que ça soit réorganisé que là, en fait, on essaye de rattraper un petit peu les choses. Alors, j'ai envie de dire, la baisse de natalité, c'est peut-être une bonne chose actuellement pour justement permettre de réorganiser le système. C'est horrible de dire ça et je suis pour qu'on fasse des enfants encore, mais il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que profitons de cette baisse de la natalité où peut-être justement le système est moins en tension pour prendre le temps de réorganiser tout cela. Les CPP, donc les centres les centres périnataux de proximité, il y en a eu beaucoup, notamment dans la région Nouvelle-Aquitaine, je crois. Je suis justement à des maternités qui ont fermé, des petites maternités. Le problème, c'est que pour l'instant, ils sont soit en cours d'évaluation, soit peu évalués, soit pas évalués. Donc, on attend de voir les retours. Et sur la coordination territoriale, ce qui me manque aussi, c'est du transport médical dédié à la périnatalité. Et ça, on sait que le SAMU, déjà avec toutes les autres activités qu'ils ont, ils ne peuvent pas forcément aussi enfin, ils ne peuvent pas être aussi spécialisés en périnatalité dans le sens où il faudrait un système vraiment de transport médicalisé dédié à la périnatalité, ce qui permettrait justement de la coordination. Donc, c'est pensé au niveau national en tout cas, mais encore une fois, ça dépend vraiment beaucoup des territoires. Là, c'est vraiment plurifactoriel. Et oui, il y a, actuellement, travailler dans une maternité, que ce soit pour un anesthésiste, une sage-femme, une puère, un médecin, globalement, c'est peu ou pas attractif. Donc, ça, on en a parlé en tout cas beaucoup au cabinet de la ministre en disant que il va falloir régler le problème. Et ce qu'on nous a répondu à ce moment-là, c'est peut-être à faire de la coercition, c'est-à-dire imposer un exercice hospitalier au début de la carrière. Donc, par exemple, on sort en tant que jeune médecin obstétricien ou jeune sage-femme, on nous impose 2 ans à l'exercice hospitalier pour justement pallier à ce manque de démographie, de ressources humaines. Ce à quoi on a dit que ce n'était pas une solution du tout et que par contre, valoriser l'obstétrique d'une manière générale était beaucoup plus intelligent. Je prends juste un exemple, mais actuellement, les urgences gynécologiques obstétricales ne sont pas reconnues comme un service d'urgence au même titre que les urgences de médecine générale. C'est-à-dire que tout ce qui est lié notamment aux primes des services d'urgence ne sont pas pris en compte. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, en tout cas concret, de ce que ça représente aussi quand on parle de valorisation des actes d'obstétrique. Merci. Est-ce que, juste pour rebondir sur la question de Catherine Bernard, est-ce que les ratios de soignants à l'hôpital public se valent aussi pour le secteur privé? Normalement, oui, c'est toutes les maternités. C'est toute maternité en fonction du nombre d'accouchements. Après, peut-être qu'il y a, mais ça remet en cause aussi le système de santé, mais peut-être qu'il y a une permanence des soins, en tout cas, qui va être imposée de plus en plus à la médecine libérale et à la médecine privée, notamment sur la périnatalité. C'est peut-être une solution.
pour le moment. On a une autre question dans le chat de la part de Catherine. Je ne sais pas si vous pouvez poser votre question aussi en prenant la parole. Oui, Sur bonjour. Position. Vous Merci. m'entendez? On vous Oui. entend. Oui, bonjour, je suis Catherine Bouget, je suis coordinatrice pédagogique à la faculté de médecine de Brest. Donc je pilote en fait un département de prévention en santé. Et en fait, dans le cadre de ce département, on développe des formations en prévention santé, formations courtes, formations longues, donc type DU, DIU. Et en fait, j'ai une étudiante cette année qui s'est intéressée justement à l'ordonnance verte. Donc, elle n'a pas encore soutenu, hein, elle soutient là en avril, donc j'en saurai un petit peu plus. Donc, c'est quelque chose qui s'est fortement développé visiblement dans l'Est. Alors, elle n'est pas sage-femme, hein. Elle est professionnelle de santé et je ne saurais même plus dire quelle est sa profession exactement. Bref, et donc du coup, l'idée, c'est de développer en fait tout un accompagnement autour de la femme enceinte sur l'alimentation, les perturbateurs endocriniens. Enfin, c'est vraiment typiquement de la prévention un peu globale. Et donc, elle aimerait étendre ça sur son territoire, à savoir le nord de la France. Donc, je sais que ça commence un peu à se développer sur le territoire. Moi, je suis donc en Bretagne. Je sais qu'il y a aussi des élans de la part de certaines CPTS qui prennent à bras-le-corps ce sujet. Voilà, je voulais avoir votre position. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que d'autres peut-être connaissent un peu cette ordonnance verte? Et voilà, je voulais en savoir un petit peu plus. Merci. Alors, merci pour votre question. Ça rentre complètement, hein, de toute façon, dans les actions du rapport. En tout cas, ça fait partie de la prévention. On sait que c'est hyper important. Je rappelle que la période des 1000 jours, pour l'instant, c'est les 4 mois jusqu'aux 2 ans de l'enfant qui sont vraiment déterminantes pour la santé de l'enfant à venir. Le Collège national des sages-femmes a émis des recommandations, hein, sur les interventions en période périnatale, c'est-à-dire quels sont les messages de prévention à délivrer tout au long du parcours de grossesse, donc de la période préconceptionnelle à la période du postpartum, sur différents sujets, et notamment l'exposition aux agents domestiques, à l'environnement, font partie, à chaque fois, en tout cas, des messages prioritaires à passer. Donc, si on peut arriver à à outiller les professionnels de santé, en tout cas avec l'ordonnance verte ou un autre dispositif, ça serait super. Je vous le donne l'info un peu en exclusivité, mais le Collège national des sages-femmes a été mandaté par mandaté, oui. En tout cas, il y a une demande de la Direction générale de la santé de créer un outil à destination des professionnels de santé de la périnatalité sur justement tout ce qui peut être moyen de prévention et messages et informations à délivrer aux parents. Et donc, on a cette plateforme qui va qui va être comme le CRAT, en fait, donc l'équivalent du CRAT, hein. Je rappelle que c'est fait par l'hôpital Trousseau. C'est essayer de référencer toutes les molécules, les médicaments en lien avec la grossesse, l'allaitement, et de dire si c'est OK ou pas en fonction des données de la science. Là, c'est une plateforme en fait de santé environnementale pour les professionnels de la périnatalité. Qui va permettre d'avoir des informations claires à délivrer, et la sortie est prévue début mai. Donc début mai, vous allez pouvoir avoir un outil, en tout cas pour les professionnels de santé, viser les professionnels de santé périnatalité, en tout cas, pour justement outiller les parents avant que l'ordonnance verte peut-être soit un outil généralisé. Ouais. Il faut savoir qu'il y aura des documents, en tout cas, qu'on pourra envoyer directement aux parents aussi pour les sensibiliser à l'impact environnemental. Donc oui, bien sûr, on sait que c'est un axe de prévention hyper important, en tout cas dans la périnatalité. Et juste pour compléter, je sais que en fait, les professionnels de santé qui ont commencé à se saisir, à porter cette ordonnance verte, on en parlait tout à l'heure, ce sont justement des médecins généralistes. Tant Voilà. mieux. Mais ils Donc, sont... vraiment quelques-uns, hein. Là, je vous parle d'un petit nombre, hein. Enfin, c'est ce qui m'a été remonté. Mais voilà, ce serait eux, visiblement, qui ont un petit peu lancé ce truc, quoi. Ouais, très bien, mais de toute façon, on est un peu à la ramasse. Alors, ça y est, les différentes organisations professionnelles et notamment les sociétés savantes parlent de plus en plus d'éco-soins,
de santé environnementale, etc. Ça fait partie maintenant des formations, de la formation initiale aussi de l'ensemble de nos formations. Mais oui, c'est de la prévention. Et encore une fois, on en revient toujours au même. Là, on parle de prévention dans le cadre de la périnatalité, mais on est à la ramasse, désolé hein, pour le mot, mais on est à la ramasse en France sur tout ça, sur la prévention, sur Tout le à bien fait. manger. Enfin, non, mais voilà. Non, Oui, il faut mais faire de oui. l'activité physique. Mm. Et en fait, le problème, c'est que le problème, la grossesse permet, étant donné qu'il y a tellement de suivi, tellement de rendez-vous, en tout cas médicaux, avec des interlocuteurs différents, on peut justement passer ces messages de prévention et Bien donc sûr. favoriser en tout cas l'arrivée de ce petit être en tout cas dans un Mm. milieu peut-être un petit peu plus favorable que ce qu'il était quelques mois avant. Donc oui, Je suis d'accord avec vous. Mm. profitons de la grossesse pour tous ces messages de prévention. Et là, encore une fois, c'est le rôle, bien évidemment, de chaque professionnel de santé, mais la sage-femme joue un rôle hyper important dans les différents temps où elle peut être vue par le couple. Le bilan prénatal, l'entretien prénatal précoce, toutes les séances de préparation à la naissance et à la parentalité et le postpartum. Le postpartum, je rappelle aussi qu'il y a des séances postnatales, donc ça peut être l'équivalent en fait des préparations, des séances de préparation à la naissance en anténatal, mais qu'on fait en post-accouchement pour justement délivrer des messages de prévention et notamment les textes disent bien que la santé environnementale doit être dedans. Très bien. Merci. Nous avons une question de Laurence Cassé. Oui, bonjour. Donc moi je suis sage-femme libérale. Je suis là pour l'UNSSF, donc l'Union nationale et syndicale des sages-femmes. Je suis plus précisément chargée de tout ce qui concerne l'accès aux soins, la pluriprofessionnalité et la lutte contre le renoncement aux soins. Voilà, donc je vous remercie pour ce rapport sur la périnatalité. C'est un document remarquable qui est rigoureux, opérationnel, centré sur les besoins des femmes et des familles. On y lit vraiment une vraie volonté de remettre le parcours au cœur du système. Peut-être je l'ai lu trop vite, mais je n'y ai pas trouvé un acteur qui me paraît vraiment primordial, c'est la patiente elle-même, non pas comme bénéficiaire du soin, mais comme partenaire de sa conception. C'est-à-dire qu'actuellement, à la Haute Autorité de Santé, on travaille sur l'intégration des personnes au système de santé. La Caisse nationale d'assurance maladie est en demande de cela. Ça fait partie d'ailleurs des critères de labellisation des maisons de santé pluriprofessionnelles. On intègre explicitement le partenariat patient. Ça fait partie des critères d'évaluation. Est-ce que le collège envisage de se positionner sur cette dimension? Et si oui, comment les sages-femmes, qui sont sans doute les professionnels les mieux placés pour le porter en périnatalité, pourraient en être les chevilles ouvrières? Merci Voilà. pour votre question. On a fait on a fait une recommandation dessus, notamment dans la gouvernance des maternités. Je suis passée rapidement sur les recommandations. J'allais pas vous faire une liste à la Prévert, mais dans la gouvernance de maternité, on a demandé plusieurs choses. À la fois que la gouvernance elle soit bicéphale, c'est-à-dire médecin, sage-femme, pour avoir vraiment cette vision bas risque, à risque et pathologique, parce que c'est un travail collaboratif pour justement un meilleur parcours de soins, mais aussi justement qu'il y ait des usagers qui soient intégrés dans le comité de gouvernance. Donc on l'a mis en tout cas à ce niveau-là. Après, sur l'ensemble de parcours, bien évidemment, en aucun cas on remet en cause le fait que ça doit être un partenariat, enfin que le suivi doit être un partenariat, que bien évidemment le professionnel de santé ou les professionnels de santé doivent s'adapter à chaque fois aux besoins et aux demandes de la patiente ou du couple. Donc ça, c'est en tout cas, peut-être que c'est trop évident qu'on ne l'a pas mis dans notre rapport, mais bien évidemment, la patiente et le couple d'une manière générale a toute sa place. On a fait aussi un focus sur le coparent. Concernant l'accompagnement, on sait que c'est aussi un frein, en tout cas, pour nous, en tout cas, dans la prévention et dans l'accompagnement de la périnatalité. Le coparent, il est inclus, mais il est quand même pas si inclus que ça. C'est-à-dire qu'on rentre dans une chambre de maternité. Ah bah monsieur, il est 2 heures du mat, quand est-ce que vous rentrez chez vous? Parce qu'on n'a pas de lit pour vous. Bon voilà, c'est des choses, en tout cas des mentalités qu'il faut changer.
On a demandé aussi, et on va le porter au niveau législatif, que le Code du travail puisse permettre aux coparents de se rendre à l'ensemble des rendez-vous médicaux obligatoires de la grossesse et non pas simplement à 3 absences, comme ce qui est prévu, ce qui en général sont les 3 échographies, hein, très souvent c'est ça, pour que le coparent soit pleinement investi aussi. Donc au niveau des usagers, on a essayé en tout cas de mettre en avant, mais peut-être qu'il n'est pas encore assez valorisé, mais je pense que vous l'avez dit aussi, on a peut-être au niveau des sages-femmes une relation, je pense, très égale en fait avec la patiente, que peut-être qu'on l'a trop incluse dedans de façon évidente et donc peut-être pas mis assez en avant, mais oui, elles ont toute leur place bien évidemment dans tout le parcours. Nicolas Brun, je vous laisse Oui, poser votre question. bonjour Nicolas Brun, coordonnateur du pôle protection sociale santé à l'Union nationale des associations familiales. Je voulais rebondir justement sur la question de la participation des patientes au parcours. Alors, vous avez évoqué effectivement cette participation au sein de la gouvernance, et c'est effectivement une première étape, mais il nous semble qu'il faudra aller un petit peu au-delà. Vous savez qu'on est maintenant dans un mouvement qui date depuis 2010 sur les patients partenaires, c'est-à-dire d'associer des patients, des patientes ou des parturientes en l'occurrence là, ou des parents qui se sont engagés et qui souhaitent, au-delà même de leur propre parcours, construire des parcours avec les professionnels. Et donc voilà, c'est donc pour aller un petit peu plus loin que simplement la participation individuelle à son propre parcours de maternité. Sur les coparents, j'ai rencontré à Montreuil une équipe qui essayait justement de récupérer les pères pour les associer aussi à leur propre prévention, parce qu'on oublie souvent le père dans ce parcours et cette période qui peut être aussi déstabilisante, y compris d'ailleurs pour s'assurer de sa bonne santé, puisque si on veut qu'il participe, il faut qu'il soit en bonne santé. Et l'équipe de Montreuil nous disait qu'ils avaient beaucoup de difficultés avec la CNAM pour financer justement ces rendez-vous. Donc, est-ce que là aussi, c'est une problématique qui est dans votre scope? Merci. Bien sûr. Et ça, on l'inclut notamment dans la consultation, toute notre partie sur la partie préconceptionnelle. Ce n'est pas qu'une histoire de femme, en fait, hein, on fait un enfant à deux. Et donc, il y a toute une partie prévention qui concerne bien évidemment le coparent. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment que cette partie préconceptionnelle, mais bon, c'est un peu contemporaine de certainement les annonces qui ont pu se faire hein, déjà au niveau du ministère en mettant un peu un point d'alerte justement sur toute la cause infertilité, préconception, etc. Mais il faut vraiment que, oui, il y ait une consultation qui soit adressée au couple ou alors de façon individuelle pour évaluer la santé du coparent au même titre que la santé de la femme, même si c'est elle qui porte l'enfant. Je rappelle quand même aussi que, bien évidemment, donc les rendez-vous médicaux, que ça soit de suivi de grossesse ou les temps d'échange d'entretien, bilan prénatal, entretien ou préparation à la naissance, sont ouvertes hein, très souvent aux parents et aux coparents en tout cas. Mais il y a souvent un frein au niveau de l'employeur de pourquoi je te laisserais aller à ça alors que ce n'est pas directement pour toi. Donc là, il y a une évolution aussi de changement au niveau de la société hein, qui doit s'opérer. Et puis après, pourquoi pas avoir, et ça je crois que c'est une demande des coparents, d'avoir des temps pour eux dédiés pendant la grossesse pour savoir eux aussi comment ils se projettent avec la grossesse, mais actuellement, ce n'est pas du tout financé. Donc nous, en tant que professionnels, on peut coter ce qu'on peut coter, c'est-à-dire une consultation ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de temps de valorisation, en tout cas de ce temps médical-là, actuellement dans la nomenclature. Il y a les bilans de prévention aux âges clés qui peuvent permettre de faire des bilans de santé, en tout cas sur la bonne santé de chacun et chacune, mais on reste très très limité, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que là où, dans tous les échanges qu'on a eus, les CPTS représentent en tout cas une échelle, je pense, qui peuvent être intéressantes à la fois sur l'intégration des usagers, mais aussi
le parcours périnatal, en tout cas à l'échelle d'une CPTS. Je pense que déjà, si on arrive à avoir un parcours très coordonné entre médecins généralistes, entre sages-femmes, entre gynéco, entre médecins, entre psychologues, entre puéricultrices, enfin tous les acteurs en tout cas qui gravitent autour de la femme enceinte et du nouveau-né, je pense qu'on peut réussir, on pourra être fier déjà de nous et après de le développer au niveau territorial et puis au niveau national par la suite. Dans le cadre du plan sur la périnatalité, là, il y a des représentants des usagers qui sont intégrés dans ces réflexions, parce qu'on peut avoir vu de l'extérieur l'impression que parfois il y a des attentes de la part des futurs parents qui soit ne correspondent pas à ce qui est possible, ou ce qui n'est pas envisageable, ou ce qui n'est pas disponible, ou autre. Alors, je crois que dans les auditions, oui, je crois que dans les auditions, il y a. Après, ça reste des auditions. C'est-à-dire que dans le COPIL, par exemple, des cas de personnalités qualifiées, ce sont que des professionnels de santé. Il n'y a pas eu d'usagers. Je sais que sur le 5 février, quand il y a eu le COPIL, il y a eu le SIAD notamment, hein, qui représente les usagers autour de la naissance, qui ont été invités, et peut-être d'autres représentants des usagers. Mais souvent, quand même, je ne vais pas vous mentir, il faut quand même souvent le rappeler que on fait tout ça pour des citoyens et des citoyennes qui doivent être autour de la table. On avait une autre question du CDOSF des Yvelines sur la perspective du statut de praticien hospitalier pour les sages-femmes. Est-ce que c'était Ça fait peut-être dans la partie. dernière partie sur Voilà, ça fait Non. partie de la dernière partie. Donc, il y a une évolution statutaire nécessaire, en tout cas pour les sages-femmes, qui est demandée depuis très, très longtemps, et depuis quelques décennies maintenant, je pense, à la fois pour la reconnaissance du statut médical, mais aussi pour accéder justement à des missions de gouvernance, à des missions de coordination de projets. Là, je vous parle vraiment au sein d'un hôpital, à la possibilité d'avoir une activité mixte sans que cela puisse s'arrêter au bout de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc oui, bien sûr, le statut praticien hospitalier, ou en tout cas statut médical ayant les mêmes droits et pouvant permettre de gérer une unité, permettre de gérer des projets, etc. Et bien évidemment dans le rapport. On a aussi là je prends vraiment ma casquette de présidente, hein, du collège par rapport à ça, mais bien évidemment, il y a une recommandation forte aussi sur le soutien et le développement de la recherche en maïeutique, puisque la maïeutique, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle la salutogénèse, donc la prévention et tout l'art justement de la gestion du bas risque. Et donc, on demande bien évidemment qu'il y ait une valorisation et un soutien indéniable sur le développement de la recherche en maïeutique pour justement pouvoir avancer sur là, les réflexions qui nous amènent sur la prévention, notamment les messages à délivrer, la gestion du bas risque, etc. Dans le même ordre d'idée, est-ce que tu peux revenir sur la notion de sage-femme référente, sur son rôle et comment il s'articule justement avec les autres professionnels de santé? Alors, la sage-femme référente, donc en place depuis 2023, si je ne me trompe pas. L'objectif était vraiment que chaque femme puisse avoir une référente, en tout cas, un professionnel de santé référente, donc qui a été défini comme la sage-femme, pour assurer plusieurs missions. À la fois donc la coordination du parcours, donc c'est-à-dire se mettre en lien avec les autres acteurs du santé et notamment ce qu'on a dit sur le médecin généraliste, informer de la grossesse, informer que nous sommes sage-femme référente et informer après s'il y a quoi que ce soit pendant le parcours ou à terme de l'accouchement. Mission de prévention, donc tout ce qui va être justement santé environnementale, vaccination, bilan bucco-dentaire, etc. Tout ce qui va être aussi suivi du parcours, notamment s'assurer qu'il y ait bien un lien entre l'anténatal et le postnatal et que la femme, une fois qu'elle a accouché, ne soit plus sans référent pour le postpartum et qu'elle soit toujours accompagnée. Et la quatrième mission, et c'est là où j'ai un trou forcément, hop, s'il y a je crois que, hop, je reprends la petite infographie, information, tac, 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 informer
Eh bien oui, c'était ça. Informer après sur les différentes étapes du parcours de grossesse et du suivi postnatal et les différents rendez-vous pour le nourrisson. Voilà. Et dans l'accompagnement, on a aussi assuré la majorité des rendez-vous du suivi de grossesse et postnatal et veillé à ce que les autres soient tenus. Par exemple, si la femme est suivie par un médecin généraliste, la sage-femme référente, donc suivi au niveau médical, suivi médical de la grossesse, la sage-femme référente va avoir ce rôle de faire tous les entretiens de prévention, séances de préparation à la naissance et en général d'accompagner aussi dans le postpartum. Voilà. Après, tout dépend aussi de l'organisation de chacune et de chacun, des territoires, des ressources médicales aussi qu'on a. Alors, on a la chance d'avoir une profession, en tout cas en libéral, qui est assez bien répartie sur le territoire, même si bien évidemment, il y a des zones sous-dotées, hein, on ne va pas se mentir. Mais on a quand même cette chance-là d'avoir une profession oui, qui est assez présente sur le territoire. Et normalement, selon les statistiques, ça ne cesserait d'augmenter avec les installations en libéral. Merci. Alors, qui souhaite poser la prochaine question? Donc, vous avez encore la possibilité, hein, notre café Nil dure encore 20 minutes, donc on a encore le temps pour poser de nombreuses questions. Levez la main. En attendant que les personnes lèvent la main, j'ai une question sur le financement aussi. Est-ce que c'est un sujet qui a été abordé dans le cadre de votre rapport? Parce qu'il y a des actions de prévention, de coordination aux différentes étapes. Et puis, quel était l'état de vos réflexions sur les financements des différents parcours qui sont proposés? Non, très bonne question. De toute façon, c'est le nerf de la guerre. Donc, non, on sait, enfin, je vais être très crue, mais on sait que la CNAM, à un moment, va devoir mettre la main au portefeuille. En fait, si on veut améliorer nos indicateurs de santé maternelle et infantile, il va falloir valoriser la prévention. Et ça, pour l'instant, ça commence à se faire petit à petit, mais c'est pas assez valorisé. Donc, on sait que, notamment, on a prôné la création d'un entretien postnatal ou d'un suivi médical. Pour l'instant, ça, c'est encore en cours de réflexion et il faut qu'on l'affine à 6 mois après l'accouchement, à 6 mois dans le postpartum. Oui, ça fait un examen supplémentaire à financer par la sécurité sociale, mais qui nous paraît, nous, hyper important en termes de suivi justement des patientes par la suite. Donc oui, il y a forcément une question budgétaire. Après, on connaît bien les comptes actuels de la France. On sait que tout ne passera clairement pas dans le PLFSS, mais on va faire en sorte, en tout cas, qu'il y ait des mesures qui passent. Après, c'est ce qu'on essaye de dire, et pas que de la point de vue de la périnatalité, mais notamment, je prends le secteur de l'oncologie. Mieux on va prévenir, moins on va avoir de prise en charge lourde derrière. Et donc, oui, on va faire des économies, en tout cas, au niveau de la santé. Il vaut mieux investir dans la prévention que dans les soins ultra spécialisés. Donc maintenant, je crois qu'on est quand même dans cette mouvance-là, que ce soit au niveau de la Haute Autorité de Santé et de la CNAM. Après, il faut faire des choix politiques. Justement, sur le sujet des choix politiques, on voit qu'il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis au niveau des actions et de la communication aussi sur le sujet de la fertilité. Est-ce que tu crains pas que ça soit qu'il y ait des arbitres, qu'au niveau politique, il y ait des arbitrages qui soient faits plutôt en faveur de la périnatalité au détriment de la périnatalité, parce que comment les deux enjeux viennent un peu se répondre l'un l'autre? Alors, a priori, il y a une pression qui est faite sur les recommandations de la HAS sur la partie préconceptionnelle. Donc, pour celles et ceux qui sont peut-être plus dans la périnatalité, donc il y a des recos HAS en cours d'élaboration pour réviser justement toutes les recos concernant la consultation préconceptionnelle. Donc, on sait que ça va beaucoup plus loin que simplement, il faut dire quoi, entre guillemets, dans la consultation préconceptionnelle et quel examen prescrire. On est vraiment sur prévention, parcours et une place sur cette consultation en tant que telle. Ça, a priori, c'est une demande du gouvernement très, très forte pour que ça soit sorti avant échéance mai 2027, si vous voyez ce que je veux dire.
Donc, on sait que certainement, va y avoir du financement accordé là-dessus au niveau du PLFSS. Si on arrive déjà à avoir une consultation préconceptionnelle qui soit identifiée, parce que ça va dans le cadre de l'infertilité justement et dans le dépistage des risques. Si on a déjà une consultation préconceptionnelle qui est bien fléchée, qui est financée, notamment pour les professionnels de santé, où on nous donne les moyens justement de réussir clairement notre mission, on aura déjà certainement avancé d'un cran, c'est-à-dire que quand le projet de grossesse a été réfléchi, a été vu par des professionnels de santé et des usagers, bah forcément, une fois que le projet de grossesse il est concret ou alors on est sur un parcours spécifique, notamment PMA, très souvent, les choses sont quand même un peu plus apaisées, on est moins dans le flou. Donc ça, on souhaite en tout cas, on espère en tout cas que la partie préconceptionnelle va être un grand temps fort là, de 2027 et ça s'inclut totalement dans notre rapport. Ça fait partie de la prévention, ça fait partie de l'orientation et du suivi plus spécialisé, donc la réduction des risques pour nous. Après, il faudra bien évidemment construire des petites briques par la suite. Ce qui n'est pas présent dans le rapport, mais ce qu'on demande notamment suite à l'instauration de la mission périnatalité de risque là, début février, puisqu'on sait qu'il va y avoir une échéance d'élection présidentielle qui risque de rebattre les cartes un petit peu, c'est qu'on ait la création en tout cas d'un copil de périnatalité au niveau national pour éviter de se retrouver dans la même galère qu'avec là les décrets de 98 qui ont été complètement obsolètes et qui n'ont pas été suivis en termes de réévaluation, réadaptation en fonction des différentes évolutions. Donc ça, on demande à ce qu'il y ait la mise en place d'un copil, en tout cas que ça fasse partie des annonces fin juin, pour qu'on arrête de rattraper tout le temps et d'être à la ramasse sur ça et de faire les choses une fois que c'est catastrophique et qu'on a des indicateurs qui soient pas bons. Mais on a bon espoir. Oui, il faut. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions soit dans le chat, soit dans des personnes qui sont dans l'assistance? Alors, je voyais la réflexion sur l'entretien postnatal qui n'est pas à 100%. Oui, bien évidemment, l'entretien postnatal précoce est obligatoire dans le parcours de soins, mais il n'est pas remboursé dans le cadre du forfait maternité à 100%. Donc, les patientes qui n'ont pas de mutuelle ont un reste à charge. Ça fait partie une de nos recommandations, une de nos actions, en tout cas identifiées, de dire à la CNAM, non, il faut l'inclure dans le forfait maternité et tout ce qui est lié au postpartum doit être inclus dans le forfait maternité. Et breaking news, le postpartum ne s'arrête pas à J12 de post-accouchement. Voilà. C'était un peu le message clé qu'on voulait faire passer à la CNAM. Donc oui, il y a une histoire de sous derrière, on est tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a des... Alors, chaque pays a son organisation propre, avec ses spécificités propres aussi en matière de territoire, d'aménagement du territoire ou autre. Est-ce qu'il y a des expériences dans d'autres pays européens ou extra-européens qui ont pu nourrir vos réflexions dans la rédaction du rapport Bien et qui évidemment, mériteraient qu'on s'y attarde? Ouais, bien évidemment, on s'est beaucoup intéressé à ce qui se passe chez nos voisins européens parce que ça peut être une population qui peut être comparable et un système de santé comparable, encore que donc c'est les pays nordiques qui sont en tête de peloton sur les indicateurs de mortalité maternelle et infantile. Par contre, on est sur une conception de la prévention notamment qui est complètement différente. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup axé aussi notre rapport là-dessus. Et pareil sur les parcours. Il faut savoir notamment qu'aux Pays-Bas, c'est majoritairement les sages-femmes et les médecins généralistes qui prennent en charge les grossesses et qu'on a vraiment des centres spécialisés, très, très spécialisés, avec de la médecine spécialisée, un gynécologue, obstétricien, anesthésiste, autres spécialités, dans des centres plutôt hospitaliers. Mais souvent, en fait, la majorité du suivi se fait quand même en ville, avec des orientations le plus précoces possible vers des centres spécialisés. Donc, on se rapproche, enfin, nous, en tout cas, c'est vraiment le modèle, en tout cas, où on pense, dans lequel il faut se rapprocher. Après, en termes de population, et c'est pour ça qu'au niveau financier aussi, on n'est pas sur les mêmes... on n'est pas sur les mêmes chiffres, notamment en termes de population, de nombre d'accouchements.
Donc oui, les pays du Nord, en tout cas, on a beaucoup à apprendre d'eux. Et puis après, là, j'en ai pas du tout parlé parce que la mortalité infantile, on le sait, a explosé. Mais souvent, en fait, c'est la mortalité, enfin, c'est dans les chiffres, c'est la mortalité vraiment sur les 28 premiers jours. Donc, c'est des soins quand même très spécifiques en néonatologie. Donc là, c'est la Société française de néonatologie qui a fait un travail exceptionnel sur les constats et les recommandations justement à avoir. Et notamment, ils disent que il faut plus de professionnels de santé pour s'occuper des nouveau-nés. En gros, pour la faire très vite, mais c'est une puéricultrice pour un enfant notamment né prématurément. Et développer beaucoup tout ce qu'on appelle la zéro séparation et le lien parent-enfant qui actuellement commence à être pris en compte dans certains établissements en France, mais on est encore très à la ramasse par rapport à ça. Donc, avoir des unités vraiment où les parents peuvent être pleinement participer aux soins, où on n'a pas de séparation, etc. Donc, on sait qu'on doit encore beaucoup s'inspirer des modèles nord-européens qui ont des très bons indicateurs. Est-ce que les indicateurs sont liés au fait, alors il y a la prévention certes, mais aussi est-ce que c'est aussi lié à ce qui est présenté dans le rapport d'avoir des parcours en fonction Oui, de la gradation du risque? Parce exactement. que sur les indicateurs, est-ce qu'il y a une dissociation dans les indicateurs entre les grossesses à bas risque et celles à haut risque, justement? Ah, Enfin, oui. c'est double question, mais Ouais, je vois. En fait, on remarque que dans les grossesses qui deviennent à risque, qui jouent, c'est vraiment le fait que l'orientation soit anticipée et faite immédiatement et qu'il n'y ait pas de latence en fait entre le moment où potentiellement on aurait pu faire quelque chose de plus spécialisé et l'action même. Donc ça, c'est ce qui est mis en avant dans les rapports. Et après, il y a une conception du bas risque qu'on n'a pas en France. Et donc, on laisse un peu plus la physiologie, en tout cas, s'exprimer. Et donc, on le sait, on a quand même un nombre de déclenchements qui a augmenté en France. C'est des questions, en tout cas, qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'on doit déclencher, par exemple, une grossesse à 41+2 alors qu'il n'y a pas de risque pour, bien évidemment, repérer pour la mère ou pour l'enfant, est-ce qu'on ne laisserait pas, en fait, la physiologie se faire? C'est là où on doit avoir des réponses à nos questions. Et là, c'est plutôt le scientifique, en tout cas, qui doit y répondre aussi. Donc voilà, pour répondre à ça. Il y a moins d'interventions médicales, en tout cas, sur les grossesses à bas risque. C'est certainement ce qui joue aussi un petit peu. Mais il y a un et, parcours, en tout cas, il y a une organisation et un parcours qui est mieux organisé. Il y a vraiment ce qu'on appelle la rationalisation des soins, c'est vraiment ça. C'est le bon interlocuteur au bon moment, au bon lieu dans le parcours. est-ce que ça vient aussi en quelque sorte répondre aussi, si je reboucle avec les réflexions d'avant, sur les attentes des usagers, sur peut-être un sujet de démédicalisation, peut-être en quelque sorte de Bien sûr. la prise en charge? Alors, j'aime pas parler forcément de démédicalisation parce que je rassure tout le monde autour de cet écran, mais quand on est en maison de naissance, on a bien un suivi médical. Donc ça, je rassure, Oui. c'est juste qu'on n'a pas de péridurale. Mais oui, il y a une volonté, en tout cas des femmes d'avoir accès, en tout cas, peut-être plus à un système avec moins d'intervention médicale. Et donc, il faut leur permettre, enfin, il faut leur offrir ça. Et c'est pour ça dans le parcours bas risque notamment, on veut et on souhaite que les différentes possibilités, et notamment le lieu d'accouchement, soient possibles, que ce soit l'accouchement à domicile, les maisons de naissance ou maternité, mais au sein de structures qui sont physiologiques. Alors que ce soit des filières physio, que ce soit la salle numéro 4 qui est physio et qu'on a une sage-femme attribuée. Toutes les configurations, entre guillemets, sont possibles. Mais en tout cas, il faut que la patiente qui soit à bas risque puisse avoir cette possibilité de choisir. Voilà. Bien évidemment, la patiente qui est à risque et pathologique, il faut aussi, bien évidemment, qu'elle ait son projet de naissance aussi et qu'on puisse s'accorder à un projet de naissance qui soit bien évidemment acceptable par rapport aux spécificités médicales de son dossier.
mais surtout sur les bas risques, en fait, actuellement, on est en lacune en France sur ce niveau-là. Donc là, il y a eu la publication de votre rapport. Il y a donc ce plan d'action gouvernemental qui est en cours de préparation. Quelles sont les prochaines étapes pour CNSF? Eh ben, les prochaines étapes, ça va être justement de présenter le rapport à qui de droit, donc au niveau gouvernemental notamment, et puis après de passer aussi en vue du PLFSS, enfin du PLF et du PLFSS, donc projet de loi de finances et projet de loi de finances de la sécurité sociale, d'essayer d'avoir un lobbying parlementaire pour faire passer des amendements sur certaines actions qui peuvent rentrer dans ces différents cadres de loi. Et encore une fois, même au-delà du PLF, oui, notamment la partie sur le coparent, sur le code du travail, changement du code de travail, c'est quelque chose qu'on souhaite faire passer, notamment dans une volonté aussi gouvernementale de relancer la natalité. Donc là, je pense qu'il y a une place importante de dire, laissons les coparents accompagner aussi à juste titre, permettons-leur en tout cas d'accompagner leur compagne qui est enceinte dans ces moments clés de la grossesse et bien évidemment de là. Donc voilà les différentes étapes. Et puis ça peut très bien aussi être on espère en tout cas, une source d'inspiration pour les programmes présidentiels à venir. Peut-être que la périnatalité sera au cœur, bien évidemment, on espère, de la campagne présidentielle, au-delà d'une question de je veux garder ma maternité ou je ne veux pas garder ma maternité. Nous, c'est vraiment en tout cas l'objectif du rapport, c'est qu'on élève le débat au-delà du lieu d'accouchement, qui reste bien évidemment hyper important à interroger. Mais on veut vraiment parler parcours et prévention plus que lieu d'accouchement. Et on est certain et certaine que si on commence à rentrer dans la bobine de laine emmêlée par ce biais-là, on arrivera justement à trouver des solutions concrètes et réalisables en fait très rapidement. Puisque là, on l'a vu de toute façon sur les lieux d'accouchement, les maternités, ça demande quand même, de l'investissement, parfois de l'architecture en fait. Enfin, il y a certaines maternités qui ne sont malheureusement pas capables là d'absorber les évolutions du fait de l'architecture en fait du bâtiment. Donc il y a plein de choses en tout cas qu'on peut mettre en place à côté pour améliorer nos indicateurs. Est-ce qu'on a encore une question ou deux questions avant peut-être de passer à la conclusion? Non, eh bien, je te laisse la parole pour une conclusion. Je ne sais pas si on peut se projeter à 1 an, 2 ans, 5 ans pour imaginer ce que pourrait être la périnatalité si on réussit à déplacer ce centre de gravité comme c'était annoncé dans le titre de ce Café Nil. Je pense que ce qui serait important, allez, dans 5 ans, chacun comprendra, donc chaque professionnel de santé connaîtra les compétences de chacun et de chacune. On travaillera en super collaboration. Le parcours sera beaucoup plus clair, que ce soit le parcours anténatal, donc préconceptionnel, mais le parcours aussi de grossesse sera beaucoup plus clair pour les différents interlocuteurs. Les lieux d'accouchement seront bien identifiés en fonction du niveau de risque. On sera beaucoup plus armé en tant que professionnel de santé sur la santé mentale périnatale et donc notamment sur le postpartum. Voilà, je pense que déjà si on fait ça et puis la natalité aura repris parce que justement les couples se sentiront un peu plus en confiance dans le suivi de grossesse. Voilà, il faut rester optimiste. Non, faut rester optimiste. Je pense que là, malheureusement, on a dû passer par un taux de mortalité infantile notamment, parce qu'on a peu parlé de la mortalité maternelle au début, mais on a dû passer par un taux de mortalité infantile qui a explosé pour que justement on se saisisse du sujet. Et donc j'espère qu'on va arrêter là les dégâts et qu'on va tous prendre nos responsabilités pour améliorer cet indicateur. Je pense que c'est le message à passer en tout cas. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à toutes et tous pour vos interventions et vos remarques et qui nourrissent encore le rapport. Et donc, je prends bien note en tout cas de tout ce que vous nous avez dit pour aussi affiner certaines propositions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire suivre, on les fera suivre. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de votre présence et puis à ce Cafénil. Et puis, on vous donne rendez-vous très, très rapidement pour le prochain Cafénil. On vous tiendra informé par le biais de notre liste de diffusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.